Merci pour votre invitation et le titre de lui-même dit le décalage de mon propos, mais j'espère que ce décalage ne sera pas trop grand et qu'il ne perdra pas votre écoute en cours de route, même si je pense qu'à la fin je reviendrai sur des questions qui ont été abordées dans les deux précédentes contributions. En effet, le premier décalage, c'est que je vais plutôt me situer dans l'espace de la socialisation plus que dans celui de l'humanisation, pour reprendre la distinction de Jean-Pierre Lebrun. D'autre part, deuxième décalage, je parlerai dans cet espace de la socialisation du point de vue de l'économiste, puisque je suis économiste, et que même si j'ai fait un livre dont le sous-titre était « Dialogue d'un économiste avec la psychanalyse », que Jean-Pierre Lebrun avait accepté de publier dans sa collection Humus chez RS, là je ne vais pas trop faire de lien direct, en tout cas, avec la psychanalyse. Alors, cette question, ce thème, l'économie sociale et solidaire, l'absentéisme, pourquoi, peut susciter un étonnement. Alors, lorsque l'on m'a proposé ce thème, je suis en partie depuis maintenant une dizaine d'années spécialiste effectivement de l'économie sociale et solidaire, mais pas tellement de l'absentéisme. Et pourquoi de l'absentéisme ? Alors, si j'ai accepté d'intervenir sur ce thème, c'est que un peu par coïncidence, là, parfois une bonne coïncidence, il se trouvait que dans la chaire d'économie sociale et solidaire dont je suis responsable à l'Université de Marne-la-Vallée, on abordait cette question de l'absentéisme dans l'économie sociale et solidaire à travers la préoccupation d'un partenaire qui est une mutuelle, Corum Sud-Est, et qui est, la mutuelle santé des organisations du social, de l'action sociale, du médico-social, de l'animation sociale, voilà, de ce champ du social. Et qui se trouvait, et qui depuis quelques années fait un baromètre de la qualité de vie au travail et qui depuis 3-4 ans se trouve confronté à travers l'évolution de ces indicateurs par rapport à ces enquêtes, une évolution qui traduit une dégradation dans l'économie sociale et solidaire de la qualité de vie au travail, à la fois mesurée par des indicateurs qu'on peut dire objectifs, comme le taux d'absentéisme, mais aussi ressentis, donc des indicateurs plus subjectifs. Et cette dégradation, donc, il y avait une fonction aussi d'alerte de ce quorum par rapport à sa place de mutuelle, suscitait donc un questionnement et c'est dans ce cadre que nous avons été sollicités pour mener une étude sur l'absentéisme dans l'économie sociale et solidaire. Alors, cette dégradation, donc 4-5 ans, ça fait 2012-2013. Et par rapport à la crise, on a parlé de crise de l'humanisation, de crise de la socialisation, et il y a eu aussi la crise financière de 2007-2008, qui sont un symptôme de la crise de la socialisation et de l'humanisation. Et on observe, il y a toujours un décalage entre les crises économiques et leurs effets dans ce monde à part de l'économie sociale et solidaire qui est celui des associations. D'abord, ce monde joue un peu le rôle d'un contracyclique, donc dans le sens inverse du cycle, puisqu'il a beaucoup de financement par des subventions. Et puis, de manière décalée, la crise s'y produit. Et là, elle s'accentue puisque, vous le savez, avec la fin des emplois aidés, eh bien, de nombreuses associations se trouvent encore plus dans une situation de crise. La première raison pour laquelle j'ai accepté, c'est qu'on travaillait un peu dessus. Puis la deuxième raison, c'est qu'aussi j'ai voulu faire plaisir à l'ami qui me demandait d'intervenir sur cette question de l'absentéisme parce que c'était un peu une suggestion forte de la mairie de Clermont-Ferrand de travailler sur cette question. Alors je ne sais pas s'il y a des problèmes d'absentéisme à la mairie de Clermont-Ferrand, peut-être que ça sera dans le débat de manière particulière, mais ce que je sais, c'est qu'il y a eu un rapport de la Cour des comptes en 2015 qui pointait l'absentéisme très fort dans les collectivités territoriales.
Et ce rapport de la Cour des comptes préconisait une solution qui avait été testée et avec un renfort médiatique dans certaines communes, notamment la commune de Florensac dans l'Hérault, qui étaient des primes d'assiduité. Alors, cette prime d'assiduité, c'est bien là très prosaïquement, c'est 50 € mensuels pour les personnes qui n'ont aucune absence. Et le maire disait, ah, ça marche très bien, on est passé d'un taux d'absentéisme de 18% à 4%. Donc, et effectivement, ceci va dans le sens d'une suspicion des personnes qui sont absentes, puisqu'évidemment, on voit que ce sont pour de mauvaises raisons. Notre étude va montrer que ce type d'éclairage assez médiatique, où on a ces chiffres et ces interprétations, voire ces préjugés, il faut en prendre un peu de distance. Et c'est dans un premier temps de mon propos, cette distance, que je vais faire apparaître. Alors, quand on regarde, alors là, l'absentéisme dans notre étude, ça a été très clairement les arrêts maladie dès le premier jour, parce que l'absentéisme, il n'y a pas de définition générale. Donc, celle que nous avons là prise pour notre étude, plutôt statistique et économétrique, c'est l'absentéisme dès le premier jour, dans les organisations dont j'ai parlé, et pour hors intérim et CDD, donc c'est plutôt pour les CDI. Et il y a à peu près dans l'échantillon 75% de femmes, puisque dans les organisations de l'économie sociale et solidaire, notamment dans le secteur social, il y a une surreprésentation des emplois féminins. Alors, d'ailleurs, quand on fait des tris croisés, c'est ce qu'avait commencé à faire Corom, donc des tris simples de variables croisées entre l'absentéisme et la taille des entreprises, on trouve, ce qu'il y avait aussi dans le rapport de la Cour des comptes dont j'ai parlé, un lien qui est un lien croissant entre l'absentéisme et la taille de la structure. C'est-à-dire que plus la taille de la structure augmente, plus l'absentéisme est important. Et donc, quand on a regardé ces données que nous avions avec Corom, nous avons confirmé par différents tests statistiques cette relation croissante avec une précision, c'est-à-dire qu'à partir de 100 salariés, ce trend croissant ne marche plus. On a une variabilité, donc c'est jusqu'à 100 salariés que nous avons de manière statistique une corrélation entre l'absentéisme et la taille de l'entreprise. Mais c'est cela qui permet de dire qu'il faut faire attention aux interprétations un peu rapides, type Cour des comptes ou parfois dans les journaux télévisés, certains reportages. Cette corrélation, lorsqu'on étudie avec d'autres techniques économétriques qui permettent d'ajouter des variables pour voir comment, si on ajoute d'autres variables, si l'effet taille reste explicatif ou pas. Donc évidemment, là on n'est plus dans de la statistique, on est dans de l'économétrie, c'est un peu plus sophistiqué, mais ça permet de capter des variables cachées qui pourraient avoir un effet. On a fait le secteur ne change rien. Donc le secteur n'a pas d'effet d'explication particulier. Il n'y a pas plus d'absentéisme dans certains secteurs que dans d'autres. Puis après, on s'est intéressé à ce qu'on appelle, de manière peut-être discutable, des variables individuelles. Et donc on a introduit des variables individuelles dans l'analyse. La première variable, c'est la variable du genre, c'est-à-dire la proportion de femmes dans les structures de l'économie sociale et solidaire qu'on regardait par rapport à la proportion d'hommes. Et là, ce que l'on montre très clairement, ce sont pour des données 2013-2014, très clairement, c'est que plus la proportion de femmes est importante, plus l'absentéisme est important. Donc on a là vraiment Et ceci fait baisser l'explication de la taille de la structure. C'est-à-dire que la taille de la structure apparaît beaucoup moins explicative, dans la mesure où finalement, ce que l'on peut en déduire, c'est que dans les plus grandes organisations, le taux de femmes est plus important. Et donc, effectivement, ceci explique que l'on a, dans les plus grandes organisations, plus d'absentéisme, et c'est parce que est modifiée la proportion de femmes.
On a regardé aussi une autre variable, et là on a un résultat alors qui n'est pas forcément très solide, parce que l'économétrie, bon, moi je ne suis pas un spécialiste, hein, c'est une très brillante stagiaire de la chaire qui a fait ces études, Céline Nguyen, dont je reprends les résultats, mais l'autre variable, c'est la moyenne d'âge dans l'entreprise. Et ce que l'on a trouvé, et là c'est assez contre-intuitif, c'est que plus la moyenne d'âge de l'organisation était élevée, eh bien moins il y avait de chances de voir l'absentéisme augmenter. Donc, là, on aurait pu s'attendre peut-être à l'inverse, que l'âge élevé augmente l'absentéisme. C'est plutôt l'inverse qu'on observe. Et troisième variable qu'on a regardée, dite individuelle même si, c'est la moyenne des salaires. Et là, on a très clairement, plus la moyenne des salaires est élevée, moins il y a d'absentéisme. Ce qui explique, on voit que la prime, évidemment, ça peut avoir un effet, parce qu'il y a un lien entre le fait d'être bien payé dans une organisation et d'y être plus ou moins présent. Alors, ceci donc, montre que quand on a des interprétations, il faut effectivement les nuancer, parce que ce qui compte, c'est la manière dont l'organisation va avoir un construit social à partir des personnes qui y participent. Est-ce que ce sont que des femmes? Est-ce que ce sont que des hommes? Quel âge ont-ils? Et ce construit social ne se construit pas par hasard. S'il y a beaucoup plus de femmes dans le social que dans l'informatique, ce n'est pas tout à fait un hasard. Donc il y a des construits sociaux qui sont effectivement, qui ont des raisons et qui peuvent expliquer l'absentéisme en dehors du genre de l'interprétation facile. Dans la fonction territoriale, les personnes seraient un peu moins au travail que dans d'autres secteurs. Donc là, voilà, ça permet de lire avec un peu plus de nuances les résultats que parfois on jette en pâture dans les journaux télévisés. Alors, je veux maintenant un peu rejoindre un peu plus les préoccupations qui sont celles de ce colloque autour du singulier et du commun. Et pour cela, j'élargirai la question de l'absentéisme à plus largement la situation au travail. L'absentéisme en est une caractéristique, la productivité, par exemple, en est une autre, les risques psychosociaux, les TMS en sont une autre. Donc on peut avoir comme ça beaucoup de dimensions des situations au travail, et c'est, disons, l'ensemble de ces situations au travail que je voudrais prendre pour montrer finalement comment le lien social s'y construit à la rencontre ou à la croisée du singulier et du commun, puisque c'est bien de cela dont le colloque s'occupe comme question, comment se croisent, se nouent le singulier et le commun dans la construction des liens sociaux, et là en particulier donc dans les entreprises qui sont un espace de socialisation plus qu'un espace d'humanisation, on en conviendra tous. Alors le premier élément, première piste que je voudrais suivre, c'est le rôle que peut jouer le commun. Et là, il faudra peut-être un peu dire davantage ce que l'on entend par le commun, un terme que je n'ai pas entendu jusque-là. Bon, dans une certaine acception du terme, en tout cas du côté de l'économie, le commun, c'est d'abord la communauté. Il n'y a pas de commun sans communauté, et on va dire qu'il y a trois grands modes d'allocation des ressources pour l'économiste: le marché, l'État, la communauté. Donc si on trouve du commun, c'est qu'il y a une communauté et qui va organiser les ressources en commun à travers une mise en commun. Donc c'est je circonscris un peu plus le terme de commun dans mon propos. L'effet du commun sur les singularités, par exemple. Je prendrai le cas pour montrer comment il peut y avoir un effet du commun et de la manière dont une communauté s'organise sur les singularités au travail.
Je prendrai un cas particulier, mais on pourrait le retrouver, et peut-être qu'on l'a trouvé au Volcan, qui est la librairie donc, de Clermont-Ferrand, qui est passée sous un statut de SCOP. Parce qu'en effet, le cas que je vais prendre, c'est un cas d'entreprise, Seralep, qui dans les années 2000 a été liquidée et dont les salariés ont repris cette entreprise sous la forme d'une SCOP. Cette entreprise fait des isolateurs en céramique. Donc elle est dans le secteur industriel. Et cette entreprise a été reprise par les salariés en SCOP, d'ailleurs plutôt pas les cadres, plutôt les ouvriers. Et cette entreprise a, sous la forme de SCOP, permis d'être pérenne et à retrouver un chemin de viabilité. Qu'est-ce qui s'est produit? Mais c'est quelque chose qu'on observe très souvent. Il s'est produit, à la suite du passage en SCOP, une augmentation importante de la productivité, à peu près plus 25%, qui notamment a été par le fait qu'il y a eu beaucoup moins de déchets, donc une meilleure qualité de travail. Et effectivement, une SCOP, c'est une communauté particulière par rapport au travail, puisqu'une SCOP, c'est un commun de travailleurs qui n'est pas tout à fait la même chose qu'un commun d'actionnaires pour le travail. Et donc, les singularités des personnes au travail s'y expriment un peu différemment, eh bien, on peut le comprendre, puisque le commun change de sens, et on peut imaginer... Alors, je ne sais pas si au Volcan, on a vu apparaître plus de productivité. S'il y a des personnes des volcans, on pourra en discuter. Mais c'est quelque chose qu'on rencontre assez souvent dans ce type de cas. Je voudrais prendre maintenant un deuxième exemple pour voir comment ce lien entre commun, communauté d'un côté, et singularité. Mais cette fois, je voudrais plus rentrer par les singularités. En effet, nous avons rencontré... dans le cadre des formations que nous avons à l'Université de Marne-la-Vallée, une entreprise très particulière, qui est l'entreprise d'ATD Quart Monde, TAE, Travailler et Apprendre Ensemble. Et qui est une entreprise très particulière parce qu'elle s'organise, tout son mode d'organisation est construit pour faire avec les singularités des personnes qu'elle embauche, qui sont pour une part des personnes issues de la grande misère et du quart monde. Et donc toute son organisation va être basée pour faire avec les singularités de ces personnes. Et elle embauche ces personnes en CDI. Ce sont des personnes embauchées en CDI. Et lorsque nous avons rencontré, c'est une communauté, une des premières paroles qui a été prononcée, c'est ici, il n'y a pas de chef. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autorité. Mais il n'y a pas de chef. Et ça paraissait pour certaines personnes très important de ne pas avoir de chef par rapport à peut-être des problèmes avec les chefs. Et puis aussi, autre caractéristique, c'est le droit à l'erreur. C'est-à-dire que là, justement, l'erreur n'est pas un problème, n'est pas un motif de licenciement. Il y a le droit à l'erreur, il y a le droit à faire un trou, en quelque sorte, et à être pas dans le plein. Et alors, ceci donne des cas très particuliers. Il y a une personne qui est absente depuis 1 an, elle n'est toujours pas licenciée, et elle ne le sera jamais. Parce qu'on ne se sépare jamais des personnes. C'est un principe, c'est donc une communauté finalement, où là, dans cette communauté-là, il n'y a pas... Alors la personne n'est quand même pas payée, mais elle n'est pas renvoyée et elle peut venir à son travail dès qu'elle le souhaitera, dès qu'elle sera en mesure de venir au travail, eh bien, elle reprendra son travail. Donc, vous voyez, ça va très loin dans l'acceptation des singularités que peuvent avoir certaines personnes par rapport à leur situation de travail. Cette entreprise a une productivité, un niveau d'absentéisme qui est à peu près celui qu'on retrouve dans les secteurs qu'elle occupe. Donc, ces 2 premiers exemples sont des cas très particuliers d'entreprises de l'économie sociale et solidaire qui, dans les 2 cas, nouent les singularités à partir d'une entreprise communauté. Et l'hypothèse que je ferai, après l'intervention de Jean-Pierre Lebrun et puis la vôtre, c'est que ce changement de société,
qui a commencé avec Galilée et qui a trouvé depuis quelques décennies peut-être un point d'achèvement, enfin en tout cas quelque chose qui est son passage véritablement dans la société. Pour l'entreprise, se traduit par une entreprise qui n'est plus une communauté. Longtemps, le chef d'entreprise gérait son entreprise comme un père de famille, comme un chef. Et d'ailleurs, il revendiquait la même autorité dans son entreprise que dans sa famille. À la différence que dans l'entreprise, il reste des chefs. Donc le changement de société a évacué le chef de la famille, mais pas de l'entreprise. Et l'hypothèse ici, c'est que les chefs ne sont pas des chefs au nom d'une entreprise communauté, ils sont des chefs au nom des chiffres. Et on retrouve Galilée d'ailleurs. Et des chiffres de Galilée. Au nom des chiffres, avec finalement cette idée que le prévisionnel où le réel doit être le prévisionnel. Là, on a bien quelque chose qui ne laisse pas de place au réel, finalement. Et qui ne veut pas, ici, c'est la coïncidence. Là, on est dans la pleine coïncidence, il n'y a pas de décoïncidence possible, sinon vous êtes licencié. Vous avez peut-être vu ce report Cash Investigation sur Lidl. Vous voyez, et donc là, on est vraiment dans cette gestion des entreprises depuis les marchés financiers qui imposent aux entreprises une logique des chiffres qui pousse les personnes finalement à se retrouver pour une majorité, enfin pour une part d'entre elles importante, dans ces situations d'inaptitude au poste, et donc elles sont ensuite remerciées. Donc il y a des chefs, mais ce n'est pas des chefs au nom d'une communauté. Il n'y a pas cette... Parce que finalement, quand Jean-Pierre Lebrun parle de la dissymétrie c'est lorsqu'il y a une communauté et que quelqu'un s'exprime. Toujours dans une communauté, il y aura une place pour s'exprimer au nom de la communauté à ceux qui sont dans la communauté. C'est ça la dissymétrie. La question que pose bien Gaucher, c'est celle du passage de l'hétérotranscendance, lorsqu'au nom de la communauté renvoyée à une place qui était hétéronome, à celle de l'autotranscendance. Puisque Jean-Pierre Lebrun l'a aussi rappelé, notre espace est laïque, et donc l'opération ne peut plus jouer dans un espace laïque sur l'hétérotranscendance. Il ne peut jouer que sur l'autotranscendance. Donc la difficulté, c'est celle d'avoir des communautés qui ne peuvent plus s'appuyer sur une logique de l'hétérotranscendance, mais de l'autotranscendance. Et cette difficulté est aujourd'hui quasiment rendue, c'est presque impossible dans le capitalisme, où le 5e discours de Lacan, finalement, il revient à dire que le 1, UN, est remplacé par le 1 en chiffres, avec la possibilité d'une accumulation infinie et donc d'un sans limite. 1 plus 1 plus 1 plus 1 à l'infini. Ce que le 1 UN ne permet pas de produire comme opération. Donc, alors comment on peut faire un lien avec l'espace d'humanisation et retrouver les parents dans cet espace d'humanisation avec les enfants à humaniser? Il me semble que effectivement, peut-être que souvent les parents disent je ne fais pas d'interdit, tout ça, parce qu'autrement mes enfants ne vont pas m'aimer. Mais je pense que c'est aussi, et peut-être plus structurellement, le fait qu'ils vivent dans un espace social où il n'y a plus d'interdit, au sens où le marché laisse la logique, impose la logique de n'avoir plus d'interdit, plus de limites. Et il fonctionne d'autant plus qu'il n'y aura pas de limites. Et donc la possibilité de réarticuler quelque chose qui serait un équivalent du principe du père, c'est sans doute du côté de l'espace de socialisation d'avoir des liens sociaux qui sont ceux de communautés qui viennent reconstruire et le marché et l'État qui aujourd'hui sont pris dans cette
logique capitaliste qui ne permet plus de poser une parole au nom d'une communauté. Merci. Pour revenir à cet absentéisme qui a été comme ça bien différencié en plusieurs points, enfin étudié selon plusieurs critères, est-ce que ça vous donne envie de répondre à la question de la mairie? Est-ce que vous pouvez donner des conseils? Est-ce que ça vous paraît quelque chose de faisable, ou on est dans le rouleau compresseur et on ne peut rien faire? Parce qu'il y a des points très précis, finalement, quand même, que vous relevez. Ah, oui. Donc, moi, je veux bien regarder avec la mairie qu'est-ce qu'il en est de l'absentéisme, comment ça fonctionne à la mairie. Avec la question de souvent, et là, on rejoint là où se touche peut-être, se connecte l'espace d'humanisation et l'espace de socialisation, c'est qui parle, qui a la parole. Voilà. Donc, on ne peut pas... Pour moi, là, il y a un préalable, hein, c'est de savoir qui parle, qui a la parole dans une structure, comment ça marche la parole dans une structure, et de pouvoir donner, et en tout cas avoir la parole de chacun dans la structure, et de ne pas travailler pour un côté d'une structure et pas... Voilà. C'est dommage que Pierre Marchal ait dû partir, parce que ça se reliait aussi avec le burn-out. Donc, mais il a dû partir. Il devait être demain encore à un autre travail. Pas d'autres questions? Non, ça vous a entièrement. Si, Monsieur Boussagol et Monsieur. C'est pas vraiment une question, parce que c'est plutôt une résonance, et même une question que je me pose plutôt qu'une question que je t'adresse, Hervé, parce que je trouve qu'avec, ça doit faire 10 ans, non, la publication de ce livre, c'est toujours les mêmes, les mêmes résonances qui ont l'air de circuler, donc c'est tout à fait intéressant. Quand j'ai dit tout à l'heure, les enfants, les parents répondent « on va pas m'aimer », c'est tout à fait vrai que derrière ça, il y a une autre, j'ai aussi dit, il y a une autre, c'est ce désaveu, cette délégitimation que tu reprends toi dans l'entreprise, dans l'une du commun. Là. Je trouve que c'est exactement la même chose. Mais il y a une autre question qui me vient pour le moment. Je te la livre parce que, voilà, comme ça, un peu en venant donner de l'eau au moulin de ce que tu questionnes. Je me demande comment se fait-il, et est-ce que c'est vrai, que les enfants sont extrêmement sensibles à éponger les idées qui organisent le social au-delà de leurs parents. Ça me frappe, moi. Alors, un exemple comme ça, qui est un exemple familial presque, bon, c'est comment un petit enfant de 3-4 ans aujourd'hui, petit garçon, dans un contexte où la différence des sexes n'est plus du tout à l'ordre du jour. On a même rappelé une série de choses. Bon, hein, il y a pas récemment, je crois qu'il y a une entreprise de vêtements d'enfants qui a lancé le marché du vêtement sans différence de sexe. Bon, pour enfants, c'est parti, quoi. Ça ne fait qu'aggraver. Comment, du coup, le petit garçon arrive là en difficulté avec son monde pulsionnel phallique, hein, qui ne trouve plus, on dirait, d'articulation de ça dans le discours sociétal. Moi, ça me frappe. Mais je n'arrive pas à me dire, mais comment se fait-il qu'un petit enfant doit percevoir ça très très vite, très tôt, que les repérages, parce que ce que tu dis, mine de rien, c'est grave. Parce que si c'est le monde du marché qui organise comme ça l'ensemble de la société, ça veut dire que c'est un mensonge, un énorme mensonge sur la structure. Bon, puisque ne plus pouvoir prendre une position à partir d'un lien, enfin, c'est énorme. Ça veut dire que ça n'est plus présent. Hein. Voilà, je sais pas, c'est simplement comme ça que ça me venait de te renvoyer ça. Moi, ça me questionne. Comment est-ce que l'enfant... qu'est-ce qui fait qu'il est sensible à tout ça? C'est... Oui, moi j'avais une question en fait. J'ai peut-être un peu la réponse aussi en même temps. Le fait de mettre une prime quelque part d'assiduité, il faut voir aussi sur le temps.
est-ce que ça ne crée pas de nouveau un absentéisme qui revient, ou alors ça masque un absentéisme qui revient avec des absences plus longues, parce que ça s'impose en fait aux gens, tout simplement. Et je pense que l'absentéisme, il faut le voir sous l'angle de la conséquence du travail et s'interroger sur les causes premières qui sont souvent sur l'organisation du travail, tout simplement. Et pour ça, il faut aller observer le réel du travail. Et ça, c'est le métier d'ergonome, qui vont regarder les situations de travail et qu'est-ce qui bloque dans le travail et qui fait que l'échappatoire, parfois, par rapport à l'organisation auquel on ne peut plus avoir les ressources pour pouvoir gérer les contraintes et les exigences qui sont demandées. Et là, du coup, c'est de se retirer du travail ponctuellement pour pouvoir tenir en long terme. Donc c'est des micro-absences en fait. Et est-ce que du coup finalement une prime, ça masque un certain temps pour après se révéler plus par des plus grosses absences? C'est un phénomène qu'on voit sur les accidents du travail, par exemple. Quand on veut inciter des ateliers à ne pas avoir moins d'accidents du travail, on demande au chef d'atelier, voilà, on lui attribue une prime ou une prime collective, et finalement on ne voit plus les petits accidents du travail, mais là par contre les gros accidents du travail, on ne peut pas y échapper. Donc, je pense que c'est un même phénomène. Oui, tout à fait d'accord avec les effets inattendus ou voire boomerang des incitations monétaires. Je prendrai l'exemple de crèches en Israël où les parents étaient un peu trop en retard et donc ça désorganisait le service des personnes qui gardaient les enfants. Et solution, on va mettre alors là une prime négative, c'est-à-dire une pénalité financière aux parents en retard. Et les parents, au lieu d'être moins en retard, tous les parents étaient en retard parce qu'ils achetaient finalement le retard. Donc effectivement, il y a des effets comme ça, boomerang, des incitations monétaires qui sont assez flagrants. Oui. Oui, moi je suis sur un effet retard. C'est par rapport à ce qui a été dit avant. La communication d'avant, c'était le statut de l'écrit, parce que dans cette haine qui n'en finit pas en fait, ça passe quand même par l'écrit essentiellement. Et je me rappelle que chez les surréalistes, il y avait un jeu qui consistait à faire des cadavres exquis. Et au fond, d'une certaine manière, et c'est même mondialisé, on arrive à fabriquer des cadavres exquis considérables. Alors, dans la haine, c'est vrai que probablement que c'est là que ça va le plus loin. C'est-à-dire qu'ils sont les plus longs, ces cadavres. Ils n'en finissent pas, ils sont très difficiles à arrêter. Et moi, j'ai tenté plusieurs fois, j'essaye, comme vous avez compris, j'aime bien arrêter les choses. Donc, dans ma partie, voilà, dans mes murs, les murs des autres, j'essaye effectivement de trouver le truc qui fait que plus personne n'ait envie de prendre ma suite. Vous voyez, puisqu'on prend toujours la suite de quelqu'un, quoi. Voilà, donc il y a un travail à faire là. C'est-à-dire qu'on a aussi une responsabilité vis-à-vis de ces outils qu'on utilise. Soit on va dans la déferlante, soit parce que c'est vrai que c'est pas très difficile d'y aller, mais on peut aussi travailler là. Alors c'est un travail de fourmi bien sûr, mais qui a peut-être sa place. Oui, ce que je voulais dire, c'est que je trouvais très intéressant dans ce colloque le fait que, enfin, ce que je vais dire, c'est des balivernes, tout le monde a bien compris que l'intérêt, c'est qu'il y ait des échanges entre différentes disciplines. Et je trouve intéressant qu'au cours de ce colloque, où la psychanalyse est quand même plus que présente, c'est sa raison d'être, il y a aussi un regard d'économiste. Et je pense que peut-être que ce qu'on peut reprocher aux écoles de psychanalyse, et s'il y en a autant, c'est aussi le fait qu'à mon avis, elles sont un peu déconnectées parfois de la réalité politique, de la réalité quotidienne tout court, et que je pense qu'il faut réintroduire du politique, ça me paraît une évidence. Il me semble que les gens se désintéressent de la politique, qu'on a tout fait pour que les gens se désintéressent de la politique, et la politique, c'est malgré tout, c'est la démocratie aussi, c'est ni plus ni moins la démocratie.
Et voilà, moi je pense qu'on aurait pu parler, je vous l'avais dit, qu'on aurait pu parler des services publics, qu'on aurait pu parler de la sécurité sociale. C'est du lien social, c'est du commun, mais ça on n'en parle pas. Et je trouve que c'est comme ça. Mais je suis content qu'on ait eu un regard par l'économie, par le biais de l'économie. Je pense que c'est important aussi. Il n'y a pas que les neurosciences, il y a d'autres regards qui sont importants.